Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir tous les participants qui sont avec nous ce soir. Et en tout cas, cette conférence sera enregistrée et sera à la disposition des intéressés sur la chaîne YouTube des rencontres d'Al-Mukhatabet. Donc, je définis un petit peu le cadre dans lequel va parler Jacques Dubuc ce soir. C'est un cadre un peu bon, virtuel, en ligne, qu'on a développé en parallèle avec la publication de la revue Al-Mukhatabet, qui est une revue qui cherche un peu à être à la fois spécialisée, mais tout à fait aussi transdisciplinaire et surtout interculturelle et multilinguistique, parce qu'on essaie un petit peu de penser avec nos différences, un peu par des moyens et des outils différents, variés, mais surtout scientifiques, logiques, etc. Donc, c'est un espace surtout de conversation, de dialogue. Je pense que la pensée est toujours, comme le dit, toujours dialogique par définition, un peu, et qu'il n'y a pas des pensées dans nos têtes, mais plutôt il y a des pensées qui se traduisent dans la conversation et le dialogue. C'est le principe un peu de base et d'orientation de ce séminaire virtuel qui cherche un petit peu aussi à combler ou boucher des trous un peu dans notre enseignement au Maghreb de façon générale, parce que on essaie un petit peu de libérer aussi l'enseignement de la philosophie de ces un peu cadres traditionnels et la pousser vers un peu vers l'épistémologie, vers la philosophie analytique ou post-analytique, la logique, etc. Bon, on n'a pas toujours les moyens dans nos institutions en Tunisie ou au Maghreb de façon générale. On essaye de profiter comme ça par des structures comme cet espace pour un petit peu remodeler un peu ou donner aux jeunes, aux doctorants universitaires des possibilités un peu de se former davantage, de connaître davantage et de se familiariser sur des questions qui sont un peu débattues aujourd'hui dans la recherche scientifique mondiale. Alors, sans trop tarder, et sans un peu prendre la parole pour, comme je disais, bavarder, même si ce bavardage est transcendantal, etc., et je vais donner la parole à Jacques Dubuc, qui nous honore ce soir, parce qu'il a accepté mon invitation de venir parler dans ce modeste séminaire et de nous faire part de sa grande expérience. Je pense que Jacques Dubuc est parmi les meilleurs spécialistes de la philosophie, on peut dire analytique ou de la logique, on peut dire non classique ou du formalisme de façon générale, tel qu'il se pose sur des questions mathématiques ou logiques. Je pense que ce soir, nous avons avec nous quelqu'un de très fort, etc. Et qu'on va bien se régaler d'abord et puis profiter de sa conférence pour vraiment, son présence avec nous pour lui poser quelques petites questions. Alors, je n'ai pas besoin de présenter Jacques Dubuc, il suffit de mettre Jacques Dubuc sur n'importe quel moteur, on a son CV, son parcours qui est très riche et qui, pour nous, un peu, il y a un modèle aussi de chercheurs, enseignants et aussi directeur aussi de recherche au CNRS, etc. Donc, il suffit de mettre Jacques Debus pour avoir tous les renseignements nécessaires un peu sur son parcours et son carrière, ses publications, mais il est très reconnu surtout par ses publications en logique formelle sur Hilbert, en philosophie des mathématiques et surtout en épistémologie française. Il a coédité un grand ouvrage d'épistémologie historique ou d'épistémologie française. Nous sommes très redevables à Jacques pour ce grand travail. À toi, Jacques, la parole. Je vous remercie encore d'avoir accepté et puis je vous donne la parole pour dans 60 minutes si vous voulez bien et ensuite on aura l'opportunité de discuter avec vous. C'est la coopération épistémique. Voilà. Très bien. Un grand merci. Je suis ravi et confus des mots laudateurs qui viennent d'être montés. C'est la seconde fois, et j'espère la deuxième, que je suis Oui. La invité deuxième. par vous. J'ai eu l'occasion de dire la première fois à quel point j'étais heureux de ce type d'invitation. Peut-être d'abord et avant tout parce que ça me permet de renouer avec les intellectuels au sens le plus large du Maghreb. J'ai passé
6 ans à Rabat, à l'école normale supérieure du temps de Sa Majesté Hassan II, où j'enseignais tout autre chose que la sophiste et les mathématiques et l'informatique à l'époque. Et donc j'ai gardé des liens intellectuels et affectifs très forts. Et puis c'est aussi, je me rends compte, votre entreprise, l'occasion de rencontrer aussi des gens finalement de l'Hexagone. Je pense à Denis Vernant, avec lequel nous ne nous sommes jamais rencontrés physiquement, on vient de se le dire, mais c'est vraiment un plaisir d'avoir l'occasion de rencontrer des collègues, même sous ces modes en distanciel, comme on dit dans le Volaclup contemporain. Alors, ce dont je vais vous parler ce soir, donc la coopération épistémique, a trait finalement à un problème lancinant, ancien et contemporain de la philosophie de la connaissance. La question est, au fond, elle a été posée par Platon hein, pour la première fois dans le Ménon. 90, je ne sais plus quelle lettre, hein, enfin en tout cas c'est le Ménon, qui établit une distinction entre la croyance vraie et la connaissance. Euh, épistémé et orthodoxa, pour parler de Sabir. Et c'est une distinction dont nous avons de toute évidence besoin. Pour prendre un exemple qui traîne un peu partout, il y a une différence entre celui qui sait qu'il est midi et celui qui croit qu'il est midi parce qu'il regarde à midi une horloge qui est coincée et dont les aiguilles sont arrêtées à midi. Dans un cas, on a envie de se dire c'est une vraie connaissance. Je vais évidemment, et ce sera tout le sens du propos que je vais tenir, à essayer de discuter ce que c'est que la connaissance au sens authentique par rapport à la croyance. Dans l'autre cas, bon, on dirait qu'il a juste de la chance. Il croit qu'il est midi pour de mauvaises raisons, même si il croit qu'il est midi à midi, et donc il a raison de croire qu'il est à midi. Mais on ne dira pas, on n'a pas envie de dire qu'il sait qu'il est midi, qu'il connaît l'heure, puisque les raisons pour lesquelles il est convaincu qu'il est midi sont mauvaises. En d'autres termes, ce que euh, Platon énonce dans le Ménon, c'est que euh, pour savoir quelque chose, il ne suffit pas d'être convaincu de la vérité de cette chose, mais il faut que ces convictions viennent de bonnes raisons. Et le problème est de savoir ce que c'est que ces bonnes raisons. Alors, depuis 2500 ans, on réfléchit à ce que pourraient être ces bonnes raisons, qui, euh, ajoutées au fait que la croyance soit vraie, font que cette croyance vraie est une connaissance. Il y a beaucoup de tentatives qui ont été faites, y compris, je le disais, dans la période tout à fait contemporaine. Prenez par exemple les travaux de Tim Williamson à Oxford récents, qui sont consacrés à cette chose. Euh, la connaissance, c'est la croyance vraie plus X. Résoudre cette équation. C'est ça l'un des problèmes centraux de la philosophie de la connaissance. Or, ce que nous dit Platon, c'est que parmi les raisons qui ne sont pas de bonnes raisons, euh, pour qualifier une croyance vraie de connaissance, il y a le fait que cette connaissance provienne du témoignage d'autrui. Alors l'exemple fameux, c'est la route de Larissa, hein, qui est l'exemple qu'on prend dans. Mais non, évidemment, le,
La route de Larissa dans le Bénon n'est pas le chemin qui nous mène aux délicieuses épices qui parfument le couscous, hein. C'est Larissa, c'est de mémoire une ville de Thessalonique. Donc on est quelque part en Grèce. On veut aller à Larissa et on se renseigne. Et imaginez qu'on tombe sur un témoin fiable qui vous dit c'est bien là la route de Larissa. Platon dit même si ce témoin est fiable, même si donc la croyance que vous formez à la suite de son témoignage est correcte, vous ne savez pas, sur la seule vertu de ce témoignage, que c'est bien la route de Larissa. Pour savoir que c'est la route de Larissa, il faut la voir. J'ai plus d'image, mais je pense que c'est pas les autres non peut-être. Et d'ailleurs, bon, j'espère que vous m'entendez. Oui. Ok. Donc pour savoir que la route est bien celle de Larissa, il faut l'avoir prise soi-même. Donc la connaissance d'autrui, la coopération que peut vous apporter autrui en vous apportant des informations, c'est quelque chose qui ne compte pas pour une connaissance. Et ce que je vais essayer ce dont je vais essayer de vous persuader ce soir, c'est de deux choses. Premièrement, qu'en fait, la coopération entre les gens est quelque chose d'absolument nécessaire, d'absolument indispensable. Et une deuxième chose, qui n'est pas entraînée évidemment par la première, c'est que cette coopération nécessaire est possible. Et ça sera les deux parties de mon exposé, que je conclurai par des élucubrations diverses sur lesquelles je préfère ne pas anticiper. Donc, reprenons le cas de Platon. La connaissance que j'ai via autrui, via le témoignage d'autrui, via la parole d'autrui, n'est pas une vraie connaissance. Euh, alors, on peut essayer de trouver ce qui serait requis pour ajouter à la croyance vraie afin d'obtenir une connaissance. L'idée qui a été émise et qui plus ou moins flotte dans pas mal d'écrits de philosophie analytique contemporaine, c'est que une connaissance, c'est une croyance vraie qui est causée par la vérité de son objet. Je sais, pour reprendre l'exemple de l'horloge coincée, là, je peux dire que je sais qu'il est midi quand ma croyance vraie qu'il est midi est causée par le fait qu'il est midi. Évidemment, ça disqualifie le, la prétention éventuelle à la connaissance de celui qui regarde l'horloge coincée à midi, juste à midi, il se dit il est midi. Mais lui, il croit véracement qu'il est midi, mais il ne le sait pas parce que sa croyance qu'il est midi est causée par des mécanismes qui sont complètement aléatoires et non pas par le fait qu'il est midi. Voilà en gros la substance des idées qui ont été avancées. Évidemment, je suis à très grands traits, hein, pour résoudre l'équation connaissance égale croyance vraie plus x. X, c'est le fait que la croyance vraie est causée par le fait que euh, par le contact avec son objet. Alors, euh, bien sûr, euh, les théories causales de la connaissance, les théories qui disent que cet ingrédient qui manque à la croyance vraie pour être une connaissance, c'est quelque chose de l'ordre de la causalité, sont un petit peu gênantes, dirais-je, si on soutient, et c'est mon cas, que
il y a une connaissance mathématique. C'est une connaissance mathématique, vous ne pouvez pas, disons décemment, l'analyser comme le résultat de la causalité exercée par les objets mathématiques sur vous. Les objets mathématiques, prima facie, sont absolument incapables de susciter des ébranlements sensoriels, de causer quoi que ce soit dans le monde physique, et nous sommes des créatures physiques. Alors, je ne vais pas même esquisser les réponses qui peuvent être données à ça dans la philosophie analytique contemporaine. Il y a des gens, cependant, mais je ne veux pas trop parler de philosophie mathématique ce soir, et même pas du tout, mais pour mémoire, hein, comme Pénélope m'a dit, qui ont tenté de rendre compatible l'idée qu'il y ait une connaissance mathématique avec l'idée que la connaissance doit être causée par son objet, dirais-je, sans pour autant adopter l'idée que nous avons une sorte d'acquaintance avec les idées mathématiques qui peuplent un ciel mathématique platonicien. Hein. En gros, le genre de choses que soutient Pénélope m'a dit, c'est que, par exemple, tout à l'heure, je vous parle là, du Béarn, c'est l'époque de la migration des oiseaux. J'ai vu, c'était fabuleux, un vol de 10 cigognes qui repartaient vers Tunis. Eh bien, en fait, j'ai vu, par la même occasion, un vol de 4 plus 6 cigognes. Et donc, je pourrais dire que ce vol m'a impressionné et m'a conduit à la croyance vraie que 6 plus 4 égale 10. Je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain. En revanche, vous allez le voir, je vais retenir de l'idée de coopération épistémique, malgré tout, l'idée qu'il y a plusieurs types de connaissances et qu'il y a une vraie connaissance qui n'est pas causée par son objet, mais qui est une connaissance de la cause de son objet. C'est tout à fait différent. J'y viens. Donc voilà un peu le paysage dans lequel je vais installer ma première partie. Alors, euh, mon point pour cette première partie, euh, je vais le résumer de la manière suivante. Imaginez que, bon, qu'on sympathise, c'est le cas, et que on se dise que nous allons faire une sorte de club, de communauté, qu'on va appeler du nom de... j'ai pas retenu le titre du journal, mais enfin celui que... Al-Mukhatabat. Al-Mukhatabat. Le son khat. Oui, oui, j'ai passé 6 ans au Maghreb. Et que donc, nous allons, bien sûr, peut-être pas tout partager, mais mettre en commun tout ce que nous avons à cet instant sur nos bureaux. Eh bien, ce que je dis, et c'est une propriété intuitive de la notion de partage, c'est que quand un groupe comme le nôtre partage ses biens, à la fin, pour chaque objet de la collection qui a été partagé, on peut dire qu'il existait un individu du groupe qui le possédait. D'accord? Rassemblant tous sur le bureau de Hamid, ou Hamdi, pardon. J'espère que Hamdi est bien votre prénom. Que... C'est nos prénoms. Ouais. Ok. Donc, imaginez que tout ce qu'on a sur nos bureaux là, on le mette sur le bureau de Hamdi. Eh bien, on pourra, de chaque objet, dire, bon, ça, c'était le mien, etc., etc. C'est une propriété du partage que tout objet qui est la possession d'un groupe après le partage peut se voir assigner un membre du groupe qui le possédait lui-même avant le partage.
La clé de cette première partie, c'est de vous faire remarquer que dans le domaine de la coopération épistémique, dans le domaine du partage des informations, cette propriété du partage n'est pas vérifiée. Et c'est quelque chose d'assez miraculeux qui explique tout l'intérêt de la coopération épistémique. Je vais y venir. Supposez en effet que, pour être simplificateur, le groupe ne comporte que deux individus. Il y a vous, Andy, et moi. Et que nous décidons de partager nos informations. Et que vous savez que A. Et que moi, je sais que A implique B. Eh bien, quand on a partagé nos informations, nous savons que B. Or, B, je l'ignorais et vous l'ignoriez. Donc, il y a quelque chose d'intrinsèquement productif et de profondément singulier dans le partage des informations et de manière générale dans la coopération épistémique. C'est une coopération qui est intrinsèquement productive. Alors, là, j'en viens un petit peu à la logique, mais je vais être très léger dans ces matières. Juste vous prier de contempler euh, cette règle dans laquelle, finalement, pour paraphraser Wittgenstein, tout est là. Wittgenstein, en Tractacus, dit à un moment, ce qu'il y a d'inexorable dans la logique, c'est que tout est là. C'est ça qui est effrayant dans la logique. Eh bien, regardez le modus ponens. Vous avez A, vous avez A implique B, et vous concluez B. Tout est là. Alors, bien sûr, cette règle explique le mécanisme, en tout cas le caractère très particulier du partage que je viens de décrire, mais c'est une règle qui a aussi bien des euh, traits qui devraient retenir l'attention des philosophes. D'abord, cette règle résume ce qu'on appelle en mathématiques le raisonnement par lemme. C'est-à-dire que la recherche réelle en mathématiques ne consiste jamais à repartir des premiers principes pour arriver aux conclusions. Ça consiste à, vous prenez des cas comme je ne sais pas, j'y reviendrai parce qu'il est absolument fameux, le, la démonstration par Andrew Wiles il y a quelques années du dernier théorème de Fermat, hein, qui dit je rappelle parce que j'y reviendrai, qui dit une chose très très simple, l'équation xn plus yn, x puissance n, plus y puissance n égale z puissance n, n'a pas de solution. Lorsque n est plus grand que 2. Hein. Quand n égale 2, ça a des solutions. 3 au carré égale 9, plus 4 au carré égale 16, ça fait 25, qui est égal à 5 au carré. Hein. Mais est-ce qu'on peut faire la même chose en prenant des entiers portés à la puissance 3, ou à la puissance 4, ou à la puissance 221? Fermat vous dit que c'est impossible. C'est son dernier grand théorème, et puis c'est connu, il y a toute une mythologie, c'est un théorème extrêmement profond, mais on l'a trouvé dans son édition des algèbres de Diophante d'Alexandrie, dans la traduction par Bachet, et il dit, voilà, ça c'est pas possible, mais j'ai pas la place de le démontrer dans la marge de mon livre. Hein. Non, il aurait certainement pas pu. En tout cas, ce théorème qui a occupé les mathématiciens pendant 300 ans, les meilleurs, il a été trouvé par Andrew Wells, non pas en remontant aux axiomes de l'arithmétique, mais en utilisant un lemme, c'est-à-dire quelque chose qui avait été démontré avant lui. Je renonce absolument, ça n'a aucun intérêt à vous expliquer la nature de ce lemme, mais dont découlait le théorème de Fermat. En d'autres termes, il y avait quelqu'un, appelons-le X, je n'ai plus son nom en tête, hein, qui avait découvert ce lemme
c'est-à-dire qui avait découvert A. Wells, lui, il a découvert que A implique B, et leur coopération, si j'ose dire, a donné B, le grand théorème de Fermat. C'est par les lemmes, c'est par le modus ponens, donc, si vous voulez, que s'introduit en mathématiques autrui. Euh, le raisonnement par lemme est l'instrument par excellence par lequel les mathématiciens coopèrent. Ça leur évite de repartir des premiers principes. Donc c'est extrêmement productif. Alors, est-ce que c'est bien? Platon dirait non, parce que d'une certaine manière, Wells n'a pas refait le travail de X. D'une certaine manière, il a accepté son témoignage. Alors, bien sûr, c'est un témoignage qui est ultra corroboré dans la communauté mathématique, on a vérifié, etc. Mais il n'a pas lui-même fait le travail consistant à démontrer que A. Il n'a pas lui-même pris la route de Larissa. Vous voyez le rapport avec la coopération épistémique. Et maintenant, un point, parce qu'il faudrait quand même, c'est facile de traiter Platon de haut et de dire que bon, il avait une épistémologie beaucoup trop exigeante et que en fait, il faut faire place au témoignage, que tout le développement de la science contemporaine, c'est une entreprise énorme et collective, et qu'il n'avait pas vu ça. Non. Il y a quelque chose qui doit être retenu euh, de Platon et de cette idée que la connaissance doit être d'une certaine manière en relation causale avec son objet. Cette chose, c'est la suivante, vous allez le remarquer tout de suite en repensant à ce fameux modus ponens. Quand vous concluez B, à la suite de quelqu'un, vous aviez quelqu'un qui avait A, alors que vous aviez A implique B. Vous avez dans A des concepts qui sont éventuellement étrangers au concept de B. Je vais vous donner un exemple de ce que j'appelle des concepts étrangers. C'est le grand problème de ce qu'on appelle en mathématiques la pureté des preuves. Une preuve pure, c'est une preuve qui est entièrement libellée avec les seuls concepts qui figurent dans l'énoncé du théorème prouvé. Et une preuve impure est une preuve, vous vous en doutez, qui n'est pas pure. Alors, il y a des preuves impures qu'on arrive à purifier. Il y a des tas de preuves dans l'histoire des mathématiques. Archimède faisait des tas de preuves impures. Hein. Il introduisait des considérations mécaniques et on est arrivé à les purifier. Mais il y a des tas de preuves qu'on ne sait pas purifier. Prenons un exemple, puis après je quitterai vraiment résolument les mathématiques pour autre chose. Le théorème fondamental de l'algèbre. Le théorème fondamental de l'algèbre, c'est un théorème qui vous dit que, sans sabir, le corps des nombres complexes est algébriquement clos. Ça veut dire que quand vous avez une équation dont les coefficients sont des nombres complexes, une équation de degré n, eh bien, toutes les solutions à cette équation sont dans le corps des nombres complexes. C'est pour ça qu'on dit que le corps des complexes est algébrique. Vous n'avez pas la même chose avec les nombres réels. Vous prenez l'équation x2 plus 1 égale 0, ben, les solutions de cette équation ne sont pas des nombres réels. Bon, on ne va pas refaire d'algèbre, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et quelqu'un qui a été extrêmement ému par ce théorème de l'algèbre fondamentale, c'est un personnage assez considérable en mathématiques et en philosophie, qui s'appelle Bolzano,
qui a rédigé un texte dans lequel il s'offusquait du fait que les preuves disponibles à son époque du théorème fondamental de l'algèbre étaient des preuves qui invoquaient en fait la notion de continuité géométrique. C'est-à-dire que dans le courant de la preuve de ce grand théorème, de ce théorème fondamental de l'algèbre, la preuve la plus facile, la plus courante, c'est on utilise le fait que, au fond, quand on trace une courbe continue, si à un moment elle est d'un côté de l'axe des x et à l'autre moment elle est de l'autre côté, c'est que entre les deux, elle va croiser l'axe des x, ce qui fera une des solutions de l'équation. Et Bolzano était profondément heurté en se disant mais c'est pas possible que euh, le théorème fondamental de l'algèbre, qui ne fait pas du tout allusion à des notions d'analyse comme celle de continuité, soit prouvé avec des méthodes qui est très à l'analyse, avec des concepts qui sont étrangers à la chose prouvée. Et dernier point là-dessus, mais je reviens à un point très important sur la coopération épistémique. Euh, Bolzano dit que nous devrions distinguer entre deux types de connaissances. Entre deux types de preuves. Entre les preuves qui nous rendent certains de la vérité du théorème qu'elle prouve, et il appelait ça eine Gewissmachung. Euh, littéralement en allemand, c'est quelque chose qui rend certain. Gewissmacher. Donc il y a les preuves qui sont des Gewissmachungen, et il y a d'autre part des preuves qu'il appelle des Begründungen, c'est-à-dire des fondements. Et les preuves fondamentales, les preuves qui peuvent être qualifiées de Begründung, il n'y en a absolument qu'un type, c'est celle qui progressivement remonte à la cause de la vérité de la proposition prouvée. Et vous voyez bien que quand on utilise le modus ponens dans une preuve, ça peut nous rendre certains que la chose prouvée est réellement vraie, mais ça ne nous en donne pas forcément le fondement au sens de Bolzano. Parce que, voilà, on s'est mis avec Hamdi à vouloir prouver le théorème de Fermat tous les deux. Lui, il m'a donné le lemme A, et puis moi, j'ai réussi à prouver que si le lemme A est correct, alors le théorème de Fermat en découle. Mais peut-être que Hamdi aurait pu me donner tout à fait autre chose, par exemple un lemme D, et que moi j'aurais pu faire le travail consistant à démontrer A à partir B, enfin Fermat à partir de D. Il y a quelque chose de contingent là. On ne va pas atteindre quand on utilise, quand on coopère, il ne faut pas se faire d'illusions. Le résultat qu'on va atteindre n'est pas la Begründung de la proposition prouvée. C'est pas bien ça. C'est pas bien, mais je vais vous dire une chose. C'est nécessaire. Alors, je vais donner là, mais il n'est pas technique, mais en même temps, philosophiquement, il est tout à fait considérable, un résultat de logique qu'on doit à un Américain, malheureusement décédé il y a quelques années, qui s'appelle George Boulos. Euh, George avait écrit un livre dont le titre résumait l'homme tout entier. Ce livre, c'est Logic, Logic and Logic. Et dans ce livre, il y a un splendide article qui s'appelle Don't Eliminate Cut. N'éliminez pas les coupures. Moralement, une coupure, c'est comme un modus ponens. On peut arriver à éliminer les coupures en logique. Bon, il y a 30, 100 ans qu'on travaille là-dessus. Gensen, je passe sur l'histoire de la théorie de la démonstration. Mais
le résultat invariable qu'on obtient, c'est que les preuves sans coupure sont plus longues que les preuves avec coupure. Et c'est pas qu'elles soient un peu plus longues, c'est qu'elles sont plus longues d'une tour d'exponentielle. Dans l'exemple que donne Boulos, qui est vraiment délicieux, Boulos donne une proposition arithmétique qui se prouve en 4 lignes. Mais c'est une proposition, c'est une preuve qui est impure, c'est une preuve coopérative, c'est une preuve avec un mot d'exponence. Et il montre que la preuve pure, sans mot d'exponence, la Begründung de la même proposition arithmétique, comporte autant de lignes qu'il y a de nanosecondes depuis le Big Bang. De sorte que, bien sûr, la distinction platonicienne est importante. Bien sûr, c'est important, y compris dans les mathématiques contemporaines, d'arriver à distinguer entre les preuves impures et les preuves pures. Mais les preuves pures ne sont en général pas à la portée de créatures finies. La vie est trop courte pour avoir des preuves pures et pour pouvoir remonter au fondement pur des connaissances que nous avons. Comme créatures finies, nous n'avons pas le temps d'attendre la fin du monde. Les preuves doivent avoir cette propriété, outre les propriétés dont vous savez tous qu'elles sont finalement très simples, contrôlables par machine. Chaque ligne doit être un axiome ou bien découler de règles d'inférence par l'une des lignes qui précèdent. Une machine peut contrôler ça. Mais avoir des preuves pures, c'est quelque chose qui, parfois, dans l'exemple que donne Boulos, contredit une autre propriété que Wittgenstein attribue très sensément aux preuves, qu'est-ce qu'il appelle Übersichtlichkeit, la surveillabilité, le fait que nous devons être capables de rassembler du regard, dirais-je, la preuve. Une preuve qui a autant de lignes qu'il y a de nanosecondes depuis le Big Bang n'est pas une preuve Wittgenstein-friendly, pour ainsi parler. Donc, pour résumer sur ce point, nous avons besoin de coopérer, c'est le mot d'exponence, en vertu du fait que nous sommes des créatures finies. Nous ne pouvons pas faire autre chose que coopérer. L'entreprise de la connaissance ne peut pas être conduite toute seule. Et évidemment, il y a des survivances de l'idéal solipsiste de la connaissance absolue. Pensez par exemple à Descartes. Descartes était quand même quelqu'un qui méprisait, si j'ose dire, la coopération épistémique. Quand il a trouvé sa loi des sinus dans la dioptrique, il la démontre. Bon, et puis il dit, pour ce qui concerne les adaptations de la loi des sinus en vertu de l'indice de réfraction de différents liquides, je laisse ça à mes neveux. Pour Descartes, ses successeurs étaient ses neveux qui feraient que, finalement, donner quelques détails aux choses qu'il aurait démontrées. La coopération épistémique, indispensable, j'ai essayé de vous en convaincre, pour développer la connaissance, n'est pas de l'ordre de ce qu'on peut demander à ses neveux. La coopération épistémique est nécessaire. Bien. Alors maintenant, après vous avoir essayé de vous convaincre qu'elle est nécessaire, je vais essayer de vous convaincre qu'elle est possible. Et là, on quitte totalement le terrain des mathématiques, des mots d'exponence et de ce genre de choses. Il y a
cette fois-ci dans la philosophie des sciences sociales, et même, dirais-je, dans la société, un problème majeur qui est celui de la coopération. Alors, il y a un problème philosophique qui est expliquer pourquoi les individus coopèrent, euh, ce qui est compliqué. Si on les juge démunis de principes natifs de bénévolence, d'amour réciproque, etc., nous savons bien que ces principes ne sont que très partiellement satisfaits par les humains actuels. Donc il y a vraiment un problème philosophique qui a été identifié depuis longtemps. Il y a aussi un problème politique qui est comment établir une société de la confiance, pour parler comme nos parlementaires. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les membres d'une société se fassent confiance les uns les autres et coopèrent ensemble? Et c'est un problème dramatiquement difficile. Alors, le cœur de la difficulté a été exposé dans un article assez fameux euh, de 1951 d'un Américain qui s'appelle Tucker, et c'est ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier. Alors, je vais vous l'exposer de la manière que j'ai fini, après avoir essayé de l'enseigner, par résumer de la manière la plus simple euh, que j'ai pu concevoir. Hamdi, est-ce que vous auriez la gentillesse de Oui. me passer de passer le premier slide, Euh, je ou le premier acétate, comme on dit au Québec? vais faire tout de suite. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Mhm. Ça va marcher. C'est sûr. Ok, alors, bon, le second, Le second. voilà. Alors, je vais aller doucement, parce que c'est vraiment très concentré, mais normalement, c'est efficace. Je ne vais pas prendre le dilemme original de Tucker, qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Je vais prendre quelque chose d'encore plus simple. Je vais prendre, donc on est là dans ce qu'on appelle la théorie des jeux, hein. Vous avez deux choses, vous avez la théorie des décisions, dans laquelle vous essayez de déterminer ce qu'il est rationnel de faire en face des états de la nature. Et puis vous avez un peu plus compliqué qui est la théorie des jeux, qui est qu'est-ce qu'il est rationnel de faire en face des actions d'autrui. Et l'exemple que je me propose de prendre, c'est tout bêtement deux automobilistes qui se croisent la nuit. Il y a deux actions possibles. Il y a rester en phare, ce qui sera symbolisé dans ce qui suit par la grosse étoile jaune, ou passer en code, ce qui sera symbolisé par la petite étoile jaune. Alors maintenant, on raisonne. Supposez que on soit dans mon petit formalisme, hein, dans la première coordonnée du couple, hein, c'est-à-dire vous êtes à gauche dans la parenthèse, si je puis dire. Et vous raisonnez. Et vous vous dites, voyons, si l'autre reste en phare, c'est mieux que je fasse pareil. Ce qui est illustré par le fait que la situation décrite par la parenthèse de gauche, dans laquelle chacun est en phare, est meilleure pour vous que la situation qui est décrite dans la parenthèse de droite, dans laquelle vous êtes en code, il est en phare. Je pense qu'il n'y a aucune objection là. Si l'autre reste en phare, il vaut mieux faire pareil. Deuxième chose, vous raisonnez toujours sur ce qu'il convient de faire quand vous allez croiser l'autre automobiliste. Si l'autre passe en code, en fait, vous y verrez mieux en phare.
D'où l'inéquation, à nouveau, qui est, vous mettez la première situation, donc je suis sur la deuxième ligne hein, de ma diapo. Là, dans la parenthèse, vous avez la situation dans laquelle vous êtes en phare, il est en code. C'est meilleur pour vous que si vous êtes en code et qu'il est en code. Alors, comme je ne vous vois plus, n'hésitez pas à ce stade à intervenir si quelque chose n'est pas clair. J'essaierai de mettre les phares. Je conclus de ces deux, je pense qu'elles sont incontroversibles, éléments, que dans tous les cas, il est rationnel de rester en phare. Et donc, que tous les conducteurs rationnels doivent rester en phare. Vous voyez le thème de la coopération apparaître. Hein. Vous considérez, dans mon exemple, que celui qui reste en phare est un traître. Il fait défection. Et par contre, que celui qui passe en code, il coopère. Et je viens de vous démontrer que tous les conducteurs rationnels resteront en phare. Il est rationnel de trahir. Or, et c'est là tout le drame des sociétés, dirais-je, c'est qu'en fait, ça serait socialement rationnel que chacun passe en code. Tout le monde y verrait le mieux. Regardez les inéquations qui suivent. Ce qui est la valeur la plus grosse, évidemment, c'est le type qui reste en phare, qui croise en code. Il voit très bien. C'est mieux que ce qui est en vert, l'inéquation qui est en vert, c'est-à-dire chacun passe en code. Qui est elle-même mieux que chacun reste en phare, qui est elle-même mieux que je reste en code, que l'autre reste en phare. Mais ce qui est important, c'est que l'optimum social, là où en moyenne chacun y voit le mieux, ce qu'il faudrait viser du point de vue de la rationalité sociale, il est difficile à atteindre parce que la rationalité individuelle veut que nous soyons des traîtres. Le problème, c'est cette contradiction entre l'optimum social, hein, ce qu'on appelle en théorie des jeux l'optimum de Pareto, et l'optimum auquel on parvient en se guidant sur la seule rationalité individuelle des agents. Le drame de la coopération, en général, il est sur cette diapo. Et maintenant, je vais essayer de vous montrer que la coopération épistémique, elle n'est pas dramatique comme ça. On peut y arriver. Et qu'on peut y arriver facilement. Parce que, compte tenu de ce que je viens de dire sur l'histoire de se croiser la nuit, on peut bien sûr, socialement, pousser les gens à choisir le comportement correspondant à la case qui est surlignée en vert. C'est-à-dire, on peut pousser les gens à coopérer. Alors, vous avez des tas de moyens. Vous avez l'exhortation. Vous pouvez leur dire, mais l'autre est ton prochain. Bon, pas forcément très efficace. Vous avez la méthode consistant à rendre les trahisons délictueuses, c'est-à-dire à faire du fait de garder ses phares quand on croise un autre un délit. Et vous pouvez installer une société où il y a des gendarmes tous les kilomètres. Et quand ils constatent le délit, vous devez payer. Effectivement, ça va vous inciter, la matrice des jeux sera différente. Vous pouvez faire des tas de choses. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer
sans peine, ça a dû être fait d'ailleurs, d'incorporer, si je puis dire, la structure de la coopération dans les véhicules. C'est-à-dire que quand votre véhicule détecte un véhicule la nuit qui vient en face, il va automatiquement se mettre en code. Vous pouvez faire tout ça. Mais rien que l'idée que vous deviez le faire pour arriver à faire coopérer les agents vous montre bien qu'il y a un problème extrêmement sérieux avec la coopération en général dans le monde social. Eh bien, je vais vous montrer que ce problème n'a aucune contrepartie lorsqu'il s'agit de coopération épistémique. Et donc, je vais vous montrer, après vous avoir montré que la coopération épistémique était indispensable, je vais vous montrer qu'elle est possible et même facile. Hamdi, vous me passez la diapo suivante? Merci. Donc, j'ai appelé ça « Pas de traite chez les geeks ». Bon, une introduction moins tendue. C'est vrai que j'ai beaucoup fréquenté les informaticiens, les programmeurs, etc. C'est une communauté qui m'est assez sympathique. Bon, et ils ont des traits caractéristiques. Bon, ils ont souvent des catogans, ils mettent des miettes sur le clavier, mais c'est des gens qui sont extraordinairement coopérateurs. Euh, Juste une petite anecdote pour détendre un peu l'atmosphère. Je me souviens avoir été embarqué dans un problème informatique très difficile et avoir demandé dans les réseaux d'informaticiens un point. Et j'ai été dépanné à 3 heures du matin par un informaticien de Wellington qui n'avait aucun intérêt à le faire. Juste chez les geeks, on coopère. Il n'y a pas beaucoup de traîtres. La société des geeks est à cet égard une société assez plaisante. Alors maintenant, après ce trait anecdotique, je vais essayer de vous démontrer pourquoi il n'y a pas de traite chez les geeks. La chose tient en une phrase, c'est que l'information est quelque chose de très particulier. C'est un bien qui a la propriété qu'on le conserve lorsqu'on le donne. Alors, regardez par exemple les drames de la coopération, disons, dans le monde syndical, pour prendre cet exemple-là. Imaginez une usine où les ouvriers décident de se mettre en grève. Vous pouvez toujours avoir ce qu'on appelle un jaune, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit pourquoi est-ce que je vais perdre du salaire pour cette grève alors que je bénéficierai des effets de sa réussite. Malheureusement, si tout le monde fait comme lui, il n'y aura pas de grève et donc, au total, la défection sera plus coûteuse que la coopération. C'est exactement la contrepartie de ce que j'ai expliqué tout à l'heure en termes de phare et de code. Quand on donne de l'argent, l'un des problèmes, c'est que quand vous donnez 1 euro, vous ne l'avez plus. Et par contre, quand vous donnez une information, vous la gardez. Il y a évidemment une équivocité dans le mot garder. Il y a garder pour soi, ne pas faire part d'eux, et il y a conserver, c'est-à-dire l'avoir toujours avec soi. L'information, ça a vraiment cette propriété extraordinaire que quand je vous informe qu'il fait actuellement nuit dans le Béarn, cette information, je vous la donne, mais je la garde. Ça ne me coûte pas que de coopérer. Si on formalise un petit peu tout ça, dans un formalisme voisin de ce que j'ai adopté pour parler des phares et des codes.
vous avez deux choses qui découlent de cette propriété très particulière de l'information. C'est d'abord que le silence du traître ne coûte rien au coopérateur épistémique. Alors, j'ai représenté, hein, il y a eu des petits bizarreries, mais enfin, j'ai représenté, toujours, hein, je suis dans une situation de théorie des jeux. Vous m'excuserez, le truc n'est pas bien passé, je vais expliquer, il y a des symboles qui seront introduits bêtement. Euh, le petit bonhomme l'émoticône là, qui fait la moue, c'est celui qui se tait. Hein, c'est celui qui ne coopère pas, il ne donne pas d'informations. Et c'est ça, je suis désolé là, de l'altération du graphisme, mais le petit parallélogramme, c'est en fait, disons que c'est phi, c'est-à-dire c'est l'information que donne le joueur. Et donc, ce que vous constatez, c'est que celui qui, même si l'autre se tait, finalement, ça ne coûte rien de lui donner l'information, puisque cette information, vous la conservez. Et puis, vous avez le dual de ça, qui est que dans le domaine informationnel, la trahison ne rapporte rien. Le fait de ne pas donner une information à quelqu'un qui vous en donne une, donc le fait de le trahir, si je puis dire, ne vous apporte rien par rapport au fait de vous taire alors que lui vous donne l'information. La situation en termes de théorie des jeux est différente de celle qu'on a vue précédemment, en vertu, encore une fois, du fait que l'information est ce bien extraordinaire que l'on conserve lorsqu'on donne. Et donc, quoi que l'autre décide, le choix de lui transmettre ces informations n'est pas irrationnel. Et donc, dans le royaume de l'information, l'optimum social peut être atteint. En d'autres termes, alors, pardon pour les altérations de symboles, hein, je vous renverrai un truc en latex qui ira mieux. Mais la conclusion, c'est que dans le royaume de l'information, l'optimum social peut être atteint. Et il peut être atteint facilement. Il n'y a pas besoin euh, de toute l'armada destinée à inciter financièrement, ou à contraindre, ou à contraindre via des dispositifs technologiques les gens à coopérer. Ça se fait, si j'ose dire, facilement. Il n'y a pas de traite chez les geeks. Et donc, j'ai essayé de vous montrer que la coopération épistémique est à la fois nécessaire pour des créatures finies comme nous, et qu'elle est possible en vertu de cette propriété de l'information. Euh, voilà. Ensuite, bon, on peut enlever les slides et se retrouver, Hamdi. J'avais juste, je ne sais pas s'il me reste, on en est où là du temps? Euh, enfin, 2 minutes, 5 minutes. D'accord. Moi, Allez. il m'arrive très souvent, quand je suis à votre place dans des meetings, de dire aux gens, non, non, il vous reste moins 5 minutes. Non, je sais. Juste là, alors, quelques remarques, une seule en fait. Dans les Euh, colloques, oui, les colloques, oui, on fait ça, mais oui, oui, oui. Non, mais on, on transmet un petit papier avec cinq oui, minutes. oui, 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 oui. Quand les gens ne répondent pas, je leur dis, il vous reste moins de 10 minutes. Donc, je vais éviter de vous mettre dans cette situation. Euh, Juste pour cette fois-ci, euh, conclure sur un aspect qui n'est pas vraiment philosophique, mais qui néanmoins, je pense, intéresse les philosophes et les jeunes philosophes et les gens que nous formons, etc., etc. La première fois que j'ai donné un exposé de ce type, c'était dans un séminaire industriel, c'était quand Alstom était encore français, qu'on n'avait pas aliéné à General Electric. Donc il y avait un séminaire international annuel, très haut niveau, hein, vraiment,
entre industriels, mais il y avait aussi des gens remarquables, enfin, Jean Jouzel, enfin, c'était vraiment. Et j'avais exposé des choses semblables euh, dans la perspective de l'innovation industrielle. Hein, il y a un papier qui est sorti dans Scientific American, mais c'est pas du tout pour les philosophes. Hein. Euh, coopération, cooperation as a tool for innovation. Le fait que dans une entreprise, il y a quelque chose de cet ordre qui est indispensable. Bien sûr, tout à l'heure, on était entre nous, on a parlé de A implique B, B. Dans la vie réelle, les choses sont pas si simples. A, c'est peut-être une proposition qui est formulée d'une certaine manière, A implique B d'une autre. Et ce qui est important, me semble-t-il, et ils en convenaient, ils avaient tas d'exemples industriels, moi, c'est pas mon monde, mais qui m'avaient convaincu du bien fondé des choses que j'affirmais. C'est que il est extrêmement important d'avoir quelque chose comme des intercesseurs épistémiques, des gens qui sont capables d'identifier, parce qu'ils voient la totalité de la paroi, le langage d'un groupe, de notre groupe, et d'agréger ça pour en faire sortir quelque chose qui est trait à des choses qui peuvent être très importantes pour une entreprise. Donc, je me disais, parce que je me suis aussi beaucoup occupé finalement des sciences de l'homme et de la société ou des sciences humaines et sociales, comme on dit aujourd'hui au ministère, et je me suis beaucoup préoccupé notamment de la philosophie, de l'avenir de nos étudiants, des gens conformes. Et je suis absolument persuadé que euh, les jeunes que nous formons en philosophie ont la capacité, en principe, d'être ce genre d'intercesseurs épistémiques qui est nécessaire pour que la coopération épistémique, dont j'ai essayé de vous montrer la nécessité, advienne dans le monde réel. Merci de votre attention. Oui. Merci, et vous l'avez bien fait, je crois. C'était vraiment une conférence vraiment très claire et qui est vraiment assez concentrée sur ces on peut dire, deux objectifs, à la fois montrer l'indispensabilité de la coopération et sur le plan, on peut dire, du principe, et puis le fait qu'elle est vraiment une réalité tout à fait possible hein, dans l'univers de la recherche et de la connaissance de façon générale. Donc, je vous remercie vraiment, Jacques, pour cette conférence. Et vraiment, elle était pointue, détaillée, structurée sur vraiment un objectif bien précis. Bien sûr, les références sont très instructives, qui relèvent de plusieurs un peu domaines, la philosophie mathématique, la logique, l'histoire des mathématiques, etc. Je vous remercie vraiment très sincèrement pour la qualité de cette conférence. Alors, la salle, hein, donc je vous donne la parole, je vous laisse la parole pendant le temps que vous voulez pour vraiment poser vos questions à Jacques. Alors, je vais donner la parole à Denis Vernant. Je Merci. pense que la Merci. coopération elle a une place très importante dans votre philosophie de l'action. Donc, je ne sais pas. C'est normal que vous soyez le premier à réagir. Bon. Non, mais je souscris à ce que vient de dire Hamdi. Votre conférence est limpide, très claire et très intéressante. Je voudrais simplement revenir pour aller vite, sur deux points. Premièrement, définir la coopération épistémique en utilisant le modus ponens, c'est d'une grande clarté, élégance et précision. Alors, je voulais simplement dire, par exemple, à ce propos, que dans les Principia Mathematica, alors ça, on ne le voit pas, en général, on passe dessus, on ne le voit pas parce que c'est pas technique, mais Russell répond aux objections selon lesquelles le conditionnel conduisait à des paradoxes syntaxiques, hein, du genre ex falso sequitur collibet, verum sequitur ad collibet. Et Russell il disait, mais c'est pas le problème. Le problème, c'est à partir
d'une connaissance et d'une autre d'en obtenir une troisième. Et le reste n'a aucun intérêt. Et donc, c'était une manière, mais il y a une autre manière d'ailleurs, mais c'était une manière de répondre à cette idée qui est complètement fausse des pseudo-paradoxes du conditionnel. Et il avait bien compris, avec son petit camarade Whitehead, que le modus ponens et d'autres structures déductives logiques permettaient de trouver de nouvelles connaissances. Hein. Et donc, c'est bien l'idée d'une coopération épistémique. Et là, je viens de terminer un chapitre de mon bouquin sur la différence entre les valeurs de vérité vériconditionnelles et purement formelles et les valeurs de connaissance qu'on obtient en utilisant la logique. Et c'est ça l'intérêt de la logique, c'est obtenir des valeurs de connaissance, pas des jeux abstraits sur des valeurs de vérité. On peut toujours le faire, mais ça n'a aucun intérêt. Ça, c'était le premier point. Et le second point, c'est effectivement sur la coopération. Alors la coopération, moi j'utilise avec Kotarbiński, et puis comme les Polonais, je fais toujours une analyse des concepts de façon bivalente, avec deux niveaux. Donc pour moi, la coopération a deux dimensions. Mais dans la dimension positive, effectivement, et ça a été noté souvent, en particulier par Benveniste et par Grémas, l'échange économique est pauvre et l'échange linguistique ou l'échange communicationnel, l'échange d'informations nous enrichit. Ça c'est un point fondamental, effectivement. Si vous permettez, Denis, j'ai deux choses, parce que je suis absolument d'accord avec les deux aspects de votre intervention. Alors, je suis preneur, parce que je ne connaissais pas du passage des Principia mentionnant ça. Euh, J'aurais peut-être une toute petite nuance quand vous dites que les paradoxes qui naissent du modus ponens sont finalement de peu d'intérêt. Je n'irai peut-être pas jusque-là. Euh, Si vous pensez par exemple au ex falso quod libet, Oui, parce que, encore une fois, je retiens malgré tout de, de ce que dit Platon ou de ce que dit Bolzano, le fait que, malgré tout, les preuves par excellence, c'est des preuves pures, sans modus ponens. Il y a une valeur, si vous voulez, épistémique intrinsèque aux preuves pures. Mais bien sûr, je partage tout à fait votre avis. L'usage du modus ponens est indispensable pour rendre compte de quelque chose que souvent les philosophes de la logique n'arrivent pas à expliquer, qui est la fécondité de la logique. C'est trop facile de dire on y retrouve ces petits, la logique est stérile, etc. Nous sommes tout à fait d'accord sur ce point. Sur le, sur le second point, pardonnez-moi, pourriez-vous me le rappeler? J'avais. et c'est sûr, c'est la distinction entre l'échange économique et Oui, l'échange oui, oui, linguistique. oui, oui, oui. Alors, j'ai essayé de montrer que, avec cette propriété, moi j'ai jamais vu, en fait, écrit cette chose toute simple qui est la propriété de l'information. Quand on la donne, on la garde. C'est tout bête. Je n'ai jamais eu vu cette idée exprimée. Donc, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, elle vient de votre serviteur. Mais il est clair que ça oppose, en effet, la coopération épistémique au monde financier. Tout à fait. Après, souvent, je l'ai eu quand j'avais exposé des choses semblables chez Alstom, des gens plus accoutumés que nous ne sommes tous deux, bien que je vous parle en direct pour la première fois ce soir, je pense qu'il n'y a pas de différence foncière à cet égard. Ces gens ont du mal, les représentatifs du monde contemporain, à distinguer entre
le bénéfice épistémique de la possession d'une information et le bénéfice économique ou politique que constitue l'exclusivité de sa détention. Mhm. Si vous faites ça, si vous considérez dans le monde que une information n'a pas seulement une valeur cognitive, dirais-je, mais une valeur monnayable, dans ce cas-là, le dilemme du prisonnier Mhm. s'applique évidemment. Hein. Donc Mhm. voilà, c'est la seule. Au contraire, c'est aller tout à fait dans le sens de votre seconde remarque. Euh, L'univers de la coopération épistémique n'est pas l'univers économique. Mhm. Mhm. Bien sûr. Bien sûr. Donc merci pour vos deux Mhm. remarques précieuses. Bon, simplement sur les paradoxes. Pour moi, l'ex falso et le verum, ces coutures, etc., sont très importantes. Ils sont en rien paradoxaux, hein. Mhm, mhm. On prétend que c'est paradoxal, mais ça n'a aucune dimension paradoxale. Bien sûr, absolument. Et sur ces problèmes-là, Hamdi a publié dans je ne sais plus quel numéro un de mes articles sur ces problèmes des pseudo-paradoxes du conditionnel et de l'implication. Mhm, mhm. Hamdi, tu te souviens du numéro? La référence est au numéro 52, 52. 52 de la revue. Ouais. OK. Ok, numéro 52, pas de l'année 52 quand même. Non, c'est le numéro 52 D'accord, ok. de l'année 2024. Ouais, je suis Je preneur de peux cette donner information. exactement le titre et je peux vous envoyer avec D'accord, les références entendu. exactes de l'article. Et là, je cite le passage des Principia Mathematica. Oui, Ahmed, je, je te donne la parole, Ahmed, oui, vas-y. Il faut activer le son, Ahmed. Activer ton micro. C'est bon. C'est bon, Hamdi, vous m'écoutez? Oui, c'est bon. Oui. Donc, merci beaucoup, Hamdi. Je tiens également à remercier professeur Jacques pour cette conférence. Je dois l'avouer, c'est pour la première fois que j'arrive à ne pas confondre entre clarté et facilité. C'était parfaitement clair, mais c'était pas facile du tout. Euh, une profondeur hors pair, une précision, une méthodologie, une approche qui m'a marqué. Et je suis un peu étonné que professeur Jacques n'a pas utilisé le terme échange. Et pour moi, ça signifie une approche tout à fait particulière et très distinguée, parce qu'il, à mon sens, ne vise pas la dimension éthique de cette coopération épistémique, mais il voulait plutôt dire que cette coopération, ça fait partie de la rationalité même. Je voudrais dire, Monsieur Jacques, à toute l'audience aussi, que le savoir humain est par essence est destiné coopératif. Si l'on a par exemple la méthodologie, c'est pour comprendre et se comprendre, se partager entre les cultures, pour analyser des textes de différents types, de différentes cultures aussi. La pédagogie aussi, c'est pour faciliter le savoir. L'andragogie, la didactique, ainsi de suite, même la philosophie, je crois qu'elle s'introduit parfaitement dans cette piste de coopération. Mais concernant les exemples que vous avez proposés, que vous avez donnés, aller en phare ou aller en code, bien que ça soit des exemples, que ça soit une simple représentation ou une assimilation métaphorique du phénomène ou du concept de coopération. Mais est-ce que les phares sont toujours les mêmes? Est-ce qu'on a toujours les mêmes intensités? Est-ce que les pare-brises via lesquelles on voit sont les mêmes et sont de même qualité?
est-ce que la vue du conducteur est pareille ou égale à celle de celui qui l'oppose sur la route? Donc, il y a toujours des particularités contextuelles. Il y a des moments où l'on doit parfois entraver ce type de coopération épistémique, surtout dans le domaine économique. Il y a des secrets, il y a des efforts, il y a des connaissances produites dans le contexte de l'effort d'une certaine communauté universitaire, scientifique, financée. Nous n'avons pas le même ça veut- le même statut concernant l'effort, concernant les budgets. Et alors, on ne peut pas faire l'échange d'une façon juste. Il y a le domaine de la vie privée, les données privées. Il y a le domaine de l'armement, par exemple. Donc, il y a des domaines où l'on ne peut pas encourager vraiment la coopération épistémique, bien que vous entendiez, je crois, par cette coopération épistémique, les domaines du savoir, la philosophie, la science, les mathématiques. Mais non, il y a plusieurs autres pistes parce qu'aujourd'hui, on fait le partage de l'information via les mass médias. Même il y a parfois des contenus vraiment scientifiques que l'on trouve sur Facebook, sur Instagram, partout sur les réseaux sociaux. Et ça sera peut-être méthodologiquement très bénéfique de déterminer clairement les pistes de cette coopération. Merci encore une fois, monsieur Jacques, professeur Jacques. Ok, merci. Euh, bon, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. Au fond, vous me dites, avec mes histoires de phare et de code, je suis ridiculement simple. Et la vie est tellement variée, plus riche que... Je revendique cette simplicité. Je ne vais pas dire, comme Rousseau, hein, évidemment, commençons par écarter tous les faits. Ce que je dis, c'est que j'ai essayé là les problèmes fondamentaux de la coopération tels qu'ils ont été décrits formellement en théorie des jeux. Euh, j'ai essayé de vous en donner vraiment le noyau. De même, vous pourriez me dire, oui, mais échanger, quand on échange, ben, c'est pas A implique B. Je le sais bien, mais j'ai tendance à, à considérer que il faut, en philosophie, essayer de se concentrer au maximum sur les choses simples. Et alors, vous me dites, ça me conduit à oublier les choses complexes. Dont acte. Alors, parmi les choses euh, dont vous me dites que j'aurais dû parler, il y a les questions éthiques. Euh, et puis, il y a les questions des contextes. Alors, tous les phares ne sont pas les mêmes, les pare-brises, etc., etc. Bon. Euh, sur la diversité des dispositifs d'éclairage des voitures, je vous suis sans peine. Mais, euh, vous savez, repenser toujours pour parler de Platon au dialogue sur la vertu, dans laquelle, dans lequel l'interlocuteur de Socrate, qui est questionné sur qu'est-ce que c'est que la vertu, euh, lui dit, mais oui, il y a le courage, il y a la tempérance, et euh, Platon met dans la bouche de Socrate, je te demande ce qu'est la vertu, et tu me donnes un essaim de vertu. J'essaie évidemment d'être dans le noyau, et quand vous êtes dans le noyau, vous n'avez pas la chatoyance de la pulpe du fruit. Alors, juste deux choses en complément. Vous avez tout à fait raison de dire que la coopération épistémique dans le domaine, par exemple, de l'armement, de l'industrie, n'est pas du tout une chose simple. Je l'ai dit en appendice, hein, pourquoi parce que dans le monde actuel,
les, les gens ont tendance à regarder la valeur monétaire de la détention d'une information. C'est-à-dire qu'il y a en effet des secrets et que ces secrets peuvent se monnayer, etc., etc. Mais mon objectif était plus, si je peux dire, plus intemporel, plus fondamental, qui était essayons un instant de découpler la valeur, d'une certaine manière, Denis le suggérait aussi, hein, de se concentrer sur la valeur cognitive d'une information et de laisser un instant, bien sûr par abstraction, euh, sa valeur stratégique, financière, etc. etc., etc. Euh, j'ai encore une chose que je voudrais dire sur les questions éthiques. Euh, oui, bien sûr, l'éthique, c'est important. Qui le contesterait? Mais euh, dans la réalité de- des êtres humains et des sociétés, les gens n'ont pas un comportement éthique. Alors, quand je vous ai parlé du dilemme de du prisonnier, hein, la première diapo sur les phares et les codes, sur le fait que l'optimum social n'était pas facile à atteindre parce que spontanément, les gens se méfient les uns des autres et ont tendance, et c'est rationnel individuellement qu'ils le soient, à être des traîtres. Je vous ai dit qu'à côté des dispositifs de contrôle social, gendarmerie, etc., etc., il y avait aussi des dispositifs euh, qui tendraient, comme vous venez d'une certaine manière de le faire, à exhorter les gens, à les convaincre de l'importance de l'éthique, essayer d'avoir des comportements moraux les uns vis-à-vis des autres. Hein, je vous vois bien en cancien, ne songez pas à autrui comme un instrument, mais comme un autre, etc., etc. Je vois bien tout ça. Ma position, en tout cas dans cet exposé, était à cet égard celle du réalisme au sens ordinaire, c'est-à-dire euh, j'ai essayé euh, d'écrire les agents humains euh, comme ils sont et comme au fond, je crois, ils sont persuadés d'être. Voilà, je ne sais pas si je réponds à cette question, mais je vous Parfaitement, remercie de merci me l'avoir beaucoup. posée. Très bien. Est-ce qu'on peut opposer la rationalité, on peut dire, de type épistémique, qui est basée sur la coopération épistémique, à la rationalité sociale de façon générale? C'est-à-dire, et dans ce cas, comment on va euh, définir un peu l'intentionnalité sur le plan de ce type de coopération épistémique? Comment ça va être la communication ou euh, les agents un peu de connaissance ou épistémiques. Si on accepte ce type d'opposition, ou bien, je ne sais pas si je vous ai Oui. bien compris. Je vais peut-être un embryon de la réponse que je pourrais vous faire est contenu dans un papier que j'ai sorti depuis 2 ans sur l'épistémologie du web. C'est paru dans une revue polonaise qui est pas facile à lire, sauf peut-être Denis qui s'intéresse à Kotarbinsky, mais euh, en tout cas, il y a là, le numéro, je le donnerai à Hamdi éventuellement si vous êtes intéressé. Euh, il y a une version polonaise, mais il y a la version française hein, de ce papier. Et je décrivais, un peu comme quand j'ai titré Il n'y a pas de traître chez les geeks, les débuts d'Internet. Et vous parliez de Wikipédia, justement, de Wikipédia. Wikipédia a été fondé par des Polonais hein, en grande partie. Et
la manière dont l'Internet des débuts, l'Internet des années 80-85, a été complètement dérivé aujourd'hui pour devenir la toile des réseaux sociaux dans laquelle la coopération épistémique est la dernière chose que l'on doit chercher. Hein. Vous avez, typiquement pour illustrer ce point, ce qu'on appelle les bulles de filtrage. C'est-à-dire, on se rend compte que les gens ne consultent que les sites des gens qui pensent comme eux. Donc vous avez un effet non pas de partage au sens où vous le disiez et vous le jugez désirable, mais un effet au contraire euh, d'archipélisation des sociétés. Euh, c'est une donnée absolument claire, cette polarisation, hein, qui a été étudiée par des gens comme David Chavalarias, hein, en termes de systèmes complexes. Les, la communauté du World Wide Web, en fait, est depuis 15 ans, et ça va croissant, est atomisée en sous-communautés euh, dont le dernier souci est l'échange d'informations et la coopération. Donc vous trouvez un peu, mais sans que je fasse allusion à ces phénomènes de sociologie du cyberspace, ce mouvement finalement de dégénérescence euh, qui a marqué, à mon sens, le web depuis les débuts où c'était véritablement la communication, la coopération épistémique, vers quelque chose qui est devenu exactement son opposé et ressemble fort à ce que Fruttero ou Cincini appellent la prédominance du crétin. Voilà, le web, c'est de cette manière transformé en son contraire. Et donc, euh, c'est vrai que l'exemple que nous avions il y a peut-être 20 ans euh, de, le plus pur de la coopération épistémique est aujourd'hui très très largement en péril, voire en train de disparaître. Mais j'insiste cependant sur l'autre aspect, hein, les aspects ça favorise l'innovation, la coopération épistémique. Si nous avions des gens qui étaient capables de comprendre le langage des ingénieurs et le langage des ressources humaines et le langage des informaticiens, etc., les choses seraient considérablement facilitées au plan même de la réussite des entreprises. Absolument. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Mohamed? Alors, Mohamed est un mathématicien. Vas-y, Mohamed, je t'en prie. Bonjour à tous. Merci pour cette conférence. Bon, je vais, je vais concernant la possibilité de la coopération épistémique. Bon, si la coopération entre domaines de savoir, coopération épistémique entre domaines de savoir devient possible, la question, c'est comment peut-on garder la spécificité logique de chaque champ ici, notamment celle préservée par la culture démonstrative, c'est-à-dire que la preuve pure ici. Comment peut-on garder ici le- la spécificité logique de chaque domaine, de chaque champ ici, comme celle de la logique, par exemple, fondée par Frege, par exemple, qui a travaillé sur la pureté de la logique, la pureté ou logique. Voilà la question ici. Et merci. Alors, je vais essayer de reformuler ce que j'ai entendu de votre question parce que le son n'était pas très bon.
Donc, sous votre contrôle, j'essaie de reformuler votre question. Vous me dites si j'ai bien compris ou si un obstacle acoustique ou intellectuel m'en a empêché, d'accord? Ce que vous demandez, c'est est-ce que la coopération épistémique n'est pas incompatible avec la nature hautement spécialisée de l'entreprise scientifique? Est-ce que c'est pas quelque chose qui constitue l'entreprise scientifique d'être groupé en algébristes, logiciens, biologistes, etc., etc. Et est-ce que la coopération épistémique n'est pas de nature à remettre ça en cause? Est-ce que j'ai bien compris la question? C'était à peu près ça? C'est peut-être ça. Si vous voulez, je peux vous répéter la question ici. Oui. Parce que moi-même, j'ai des problèmes de son. Ok. Bon, Hamdi, vous pouvez oui, faire l'intercesseur là, parce que on oui. a des problèmes de son, visiblement. Alors, est-ce que tu peux formuler autrement la question, Mohamed? Parce que Jacques, peut-être à un moment, il a parlé de deux types de preuves, des preuves pures et des preuves, enfin trois types. Bon, Finalement, on peut impures, mais il y a aussi des preuves qu'on ne peut pas purifier absolument. bon, puisque si on admet que la coopération épistémique est possible, Oui, comment peut-on garder la spécificité de chaque domaine, de chaque champ? Oui, oui. Comme par exemple le domaine est, fondé par Frege. Il est oui, fondé sous une pureté démonstrative ici. Frege a fondé son projet sur euh, une pureté démonstrative. Ok. Alors, c'est bien ce que j'avais compris hein, pour la question. Est-ce que la coopération épistémique menace l'architecture du monde académique en discipline? Oui, c'est ça. Euh, alors, je vais faire une réponse, on dit des réponses de Normand, c'est-à-dire euh, oui, mais non, les deux à la fois. Euh, D'abord, il y a des communications entre les cellules du monde académique qui sont très importantes, très fructueuses. Regardez, vous êtes mathématicien. Les mathématiques, en gros, ça s'occupe de structure. Les mathématiques, ça ne décrit pas les incendies de forêt ou les plages, ça décrit les structures. Eh bien, quelque chose d'extraordinairement important pour l'application des mathématiques a été le moment où on s'est rendu compte que vous avez des phénomènes appartenant à des compartiments extrêmement distincts de la nature ou de la société qui, en fait, instanciaient la même structure. Regardez. Euh, Vous avez un résultat célèbre. Je ne sais pas quelle branche de mathématiques vous êtes, mais ce que je vais dire est vraiment simple. Vous avez, en théorie des systèmes complexes, le résultat suivant, hein, que quand on imagine une grille qui peut comporter des points noirs ou blancs. Et puis, au début, il n'y a aucun point noir. Et puis, peu à peu, on fait arriver des points noirs. Et ce qu'on remarque et ce qu'on démontre, c'est que à partir d'une certaine probabilité, qui est aux alentours de à peu près une petite moitié de points noirs, tout d'un coup,
se produit quelque chose comme une sorte de changement de phase, c'est-à-dire que vous avez une ligne qui traverse votre guide de haut en bas. Mais ça vous modélise des tas de choses. Ça vous modélise les incendies de forêt. Ça vous modélise les réseaux de terroristes. Hein. Un problème qu'on se pose dans le domaine de la sécurité, c'est à partir de quel nombre de cellules terroristes dormantes, comme on dit, est-ce qu'il va y avoir une connexion et une déflagration par passage à l'acte. Vous voyez, les mathématiques ne sont pas, si je puis dire, menacées du tout par la coopération épistémique. Au contraire, la coopération épistémique, le fait que des spécialistes des incendies vont échanger des informations avec des spécialistes du terrorisme, va les conduire à identifier des structures communes pour ces réalités qui sont matériellement très hétérogènes, qui vont être après l'objet de l'étude des mathématiques. Donc je ne pense pas du tout qu'un mathématicien doive craindre, pour le dire ainsi, la coopération épistémique. Quant à est-ce que asymptotiquement la coopération épistémique pourrait venir à un gigantesque mélange dans lequel il n'y aurait plus de discipline du tout, euh, je suis absolument persuadé du contraire. Euh, on ne peut pas, par exemple, on ne pourra jamais, c'est ma conjecture, hein, mais essayer de euh, théoriser ou a fortiori de résoudre les problèmes, par exemple, politiques très aigus, hein, vous savez bien que traverse actuellement la France, à l'aide de la neurologie. Dire, si on considère les paroles échangées comme des phénomènes physiques et que vous regardez leurs répercussions dans les cerveaux des citoyens, des députés, etc., euh, rien d'intelligible n'en sortira. Il y a toujours euh, une distinction entre des grands domaines académiques distincts, même si, encore une fois, euh, la coopération épistémique peut assurer, justement par la mise en évidence de structures identiques pour des phénomènes matériellement très différents, peut assurer la communication entre ces. Donc voilà, le mathématicien que vous êtes euh, devrait se féliciter de la coopération épistémique et non pas s'en inquiéter. C'est peut-être Merci, merci. meilleur mot de la fin pour cette rencontre avec vous, Jacques. Donc, je vous remercie encore une fois et je pense qu'on a bien vraiment profité de votre présence aujourd'hui, ce soir, et pour approfondir un certain nombre de points, de questions. Et j'espère qu'on aura, enfin, c'est l'occasion pour aussi lire, j'adresse ce message à Mohamed, à Ahmed et à tous nos participants ce soir, à vraiment lire les articles de Jacques. Et ils vont découvrir un peu ce style tout à fait original, cette façon un peu, tout à fait un peu à part de problématiser, toujours dans l'innovation et dans la recherche proprement scientifique à proprement parler. Et voilà, donc je vous remercie tous pour cette activité ce soir. Jacques, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Donc, je dis à tout le monde à une autre rencontre. Et puis, je pense que ça va être le 31 octobre. On aura l'occasion de rencontrer un jeune chercheur marocain qui est physicien, philosophe, qui va nous parler de l'analogie en physique. Et puis vers là, il va prendre les choses d'un point de vue épistémologique, un peu culturel, un peu général, comme essayer de le faire ce soir, Jacques. Il a cherché un petit peu peut-être à rendre accessible pour nous et simple pour nous des choses qui sont en vérité trop compliquées, trop complexes dans nos sociétés aujourd'hui. Surtout ce rapport de l'épistémique à l'actionnel, au politique, au social. Je pense que c'est très difficile de modéliser ça de façon parfaite et de façon définitive.
Alors, je vous laisse, Jacques, le mot de la fin. Non, Et ça sera simplement un mot d'abord de vif remerciement à vous, Abdi, pour l'activité d'organisation que vous déployez, pour moi, qui suis quand je fais même mon un mieux. novice, est extraordinairement agréable et profitable. Et puis bonsoir à tout le monde, et notamment, dirais-je, aux interlocuteurs qui sont au Maghreb. Voilà. Merci beaucoup, Et Jacques. si, bon, éventuellement, s'il y a des demandes, je passerai à Hamdi des éléments bibliographiques, hein. Voilà. Très Merci bien. beaucoup, Jacques. À très Merci beaucoup. bientôt. Bonne fin de soirée à tout le monde. À très bientôt.